À notre Thanksgiving annuel, je suis entrée dans la maison avec ma famille et ils nous ont accueillis chaleureusement. Nous nous sommes tous assis à table et ma fille innocente de 8 ans a commencé à demander « Pourrais-je avoir un peu de steak, s'il vous plaît ?» Avant même qu'elle ait pu finir sa phrase, ma mère a attrapé le marteau sur le comptoir et lui a brisé les doigts, l'abattant avec une force brutale en hurlant « Je ne veux plus rien entendre de toi !» Quand je les ai confrontés en disant « Vous avez donné du steak au gamin de ma sœur, alors quel est votre problème ?» Elle n'a fait que le demander. Mon père a crié « Les filles inutiles ne méritent pas d'avoir de doigts !» C'est à ce moment-là que toute la famille a commencé à rire de la douleur de ma fille. Ma sœur nous a jeté l'assiette avec les restes et les bouts de viande de ses enfants en ricanant « Voilà votre steak !» Pendant que ma mère crachait dedans et essayait de le fourrer de force dans la bouche de ma fille. Je me suis levée, j'ai attrapé ma fille et je suis partie immédiatement. Mais je leur ai servi une vengeance qu'ils n'ont pas pu avaler. Le cri résonne encore dans mes cauchemars. La voix de ma fille Nathalie, aiguë et stridente de douleur, tranchant le brouhaha chaleureux du dîner de Thanksgiving comme un couteau dans la chair. Je peux encore voir sa petite main, 3 doigts pliés à des angles contre nature, déjà enflés et violets alors que le sang s'accumulait sous la peau. Le marteau que ma mère brandissait a retenti sur le sol et personne n'a bougé pour aider mon enfant. Je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début, car vous devez comprendre le tableau complet de ce qu'était réellement ma famille avant de pouvoir apprécier ce que je leur ai fait. En grandissant, j'ai toujours su que mes parents préféraient ma sœur, Loretta. Elle était née la première, confiante et belle, avec les traits forts de mon père et l'intelligence vive de ma mère. Je suis arrivée 2 ans plus tard, plus silencieuse et plus douce, plus encline aux larmes et aux rêveries. Mes parents ne cachaient pas leur déception à mon égard. Mon père présentait Loretta comme « ma fille » et moi comme « l'autre ». Ma mère passait des heures à coiffer Loretta pour les photos de classe pendant que j'apprenais à tresser mes propres cheveux dans le miroir de la salle de bain. Ce favoritisme n'a fait que s'intensifier en grandissant. Loretta est entrée à Yale avec une bourse complète, est devenue avocate d'affaires, a épousé un chirurgien nommé Grant qui venait d'une famille fortunée de longue date. J'ai été dans une université d'État, je suis devenue professeure d'anglais au lycée, j'ai épousé James, qui gérait une petite entreprise de construction. Nous étions à l'aise, mais pas riches. Nous étions heureux, mais pas impressionnants. Mes parents ne m'ont jamais laissé oublier la différence. Chaque fête, chaque réunion de famille devenait une occasion de mettre en avant les réussites de Loretta tout en rabaissant les miennes. Quand j'ai annoncé ma grossesse avec Nathalie, la réponse de ma mère a été « Eh bien, au moins, tu sers à quelque chose ». Quand Loretta a eu ses jumeaux 3 ans plus tard, mes parents ont organisé une fête qui a coûté plus cher que mon mariage. Mais j'aimais ma fille farouchement. Nathalie était tout ce qu'il y a de pur et de bon dans le monde. Elle avait les yeux et l'esprit doux de James. Elle adorait lire, surtout les romans de fantasy où des filles courageuses sauvaient des royaumes. Elle voulait devenir vétérinaire quand elle serait grande parce qu'elle ne supportait pas de voir une créature souffrir. Elle était compatissante, curieuse et ne méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. Le dîner de Thanksgiving était prévu depuis des mois. Ma mère l'organisait chaque année dans la maison familiale, une vaste demeure coloniale dans le Connecticut que mon père avait acheté avec les bénéfices de son entreprise de construction. C'était la tradition, et malgré tout, je continuais à y aller. Je crois qu'une partie de moi n'a jamais cessé d'espérer que peut-être, cette année serait différente. Peut-être que cette année, mes parents me verraient enfin comme digne d'intérêt. James avait hésité à y aller. Il te traite comme une ordure, avait-il dit la veille au soir. Pourquoi on continue de s'infliger ça? Parce que c'est la famille, avais-je répondu, bien que même en le disant, les mots sonnaient creux. Nous sommes arrivés à 16 heures. La maison sentait la dinde rôtie et la cannelle. Ma mère m'a embrassé sur la joue et m'a dit que j'avais l'air fatigué. Mon père a serré la main de James et lui a demandé si les affaires continuaient de s'en sortir. Loretta est arrivée 20 minutes plus tard avec Grant et leurs jumeaux, Finn et Stella, tous 2 âgés de 5 ans. Mes parents se sont jetés sur eux comme si la royauté venait d'entrer. Le dîner était servi sur la grande table de la salle à manger. La belle porcelaine, les verres en cristal, les chandeliers en argent qui avaient appartenu à ma grand-mère. Au centre de la table se trouvait un magnifique rôti de côte de bœuf,
parfaitement cuit et luisant de jus. Il y avait aussi de la purée de pommes de terre, des haricots verts, de la farce, de la sauce au canneberge et 3 tartes différentes qui refroidissaient sur le buffet. Nous avons pris nos places. Mes parents étaient assis aux 2 bouts de la table. Loretta, Grant et leurs jumeaux étaient du côté de mon père. James, Nathalie et moi étions du côté de ma mère. Une cartographie littérale de la faveur. Mon père a découpé le rôti avec une précision cérémoniale. Il a servi ma mère d'abord, puis Loretta, puis Grant, puis Finn et Stella. Leurs assiettes étaient pleines à ras-bord de tranches épaisses de bœuf tendre. L'odeur me mettait l'eau à la bouche. Nathalie regardait la viande être distribuée avec de grands yeux. Quand mon père a fini de servir la famille de Loretta, il a posé le couteau à découper et a commencé à faire passer les autres plats. Il n'a pas découpé plus de viande. J'ai senti mon estomac se nouer. « Papa, dis-je prudemment. Tu ne vas pas nous servir ? » Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Il y a plein d'autres choses à manger. Mais il y a clairement plus de rôti de bœuf. La voix de ma mère était aussi tranchante que du verre brisé. La côte de bœuf coûte cher. Nous l'avons achetée spécialement pour la famille de Grant. Nathalie avait été élevée pour être polie, pour attendre son tour, pour ne jamais trop en demander. Mais elle avait 8 ans, elle avait faim, et l'injustice de la situation devait être trop évidente, même pour sa nature douce. Elle a regardé les assiettes de Finn et Stella, remplies de viande, puis sa propre assiette vide. « Pourrais-je avoir un peu de steak, s'il vous plaît ?» Sa voix était petite et pleine d'espoir. Elle n'a même pas fini sa phrase. La main de ma mère a bougé si vite que j'ai à peine enregistré le mouvement. Une seconde, elle était assise sur sa chaise. La suivante, elle était debout avec un marteau qu'elle avait utilisé plus tôt pour casser des noix. Le marteau s'est abattu sur la main de Nathalie qui reposait sur le bord de la table. Le craquement des petits os qui se brisaient fut le pire son que j'ai jamais entendu. Le cri de Nathalie est venu une fraction de seconde plus tard, strident et angoissé. Sa main s'est froissée comme du papier. 3 doigts pliés de côté au niveau de la jointure du milieu. Des vaisseaux sanguins ont éclaté sous sa peau, propageant des ecchymoses violet-noir en quelques secondes. « Je ne veux plus rien entendre de toi », a hurlé ma mère. Je me suis jetée sur ma fille, mais James a été plus rapide. Il a soulevé Nathalie, berçant sa main blessée contre sa poitrine. Elle sanglotait, haletant entre 2 cris de douleur. Je me suis retournée contre ma mère, ma vision se réduisant à des points. « Tu as donné du steak au gamin de Loretta, alors quel est ton problème ? » Elle n'a fait que le demander. Mon père s'est levé de sa chaise, le visage violet de rage. Les filles inutiles ne méritent pas d'avoir de doigts. Puis ils ont ri. Tous. Le caquettement aigu de ma mère. Le rire rauque de mon père. Le gloussement cruel de Loretta. Même Grant souriait en coin. Finn et Stella fixaient leurs assiettes, mal à l'aise mais silencieux. Le son de leur rire mêlé aux sanglots de ma fille créait une symphonie cauchemardesque. Loretta s'est levée et a pris l'assiette de Finn. Il avait mangé la plupart de sa viande, mais il restait des morceaux, des bouts avec du cartilage et du gras qu'il avait écartés. Elle les a raclés sur une autre assiette, a ajouté les morceaux rejetés par Stella, et nous a jeté le tout. L'assiette s'est brisée sur le sol à nos pieds. Des restes de viande graisseuse se sont éparpillés sur le tapis persan. Voilà ton steak. Le rictus de Loretta était identique à celui de notre mère. Puis ma mère a craché. Le crachat a atterri directement sur les restes de viande. Elle s'est penchée, a attrapé une poignée de la viande couverte de salive et s'est jetée sur Nathalie. Ses doigts se sont agrippés vers la bouche de ma fille. Mange. C'est tout ce que tu mérites. J'ai poussé ma mère violemment. Elle a titubé en arrière, s'écrasant sur sa chaise. James se dirigeait déjà vers la porte avec Nathalie. Je l'ai suivi, sans regarder en arrière, mes mains tremblant de rage et d'adrénaline. « Tu es exactement comme ta fille », a crié mon père derrière nous. Sans valeur. Nous sommes allés directement aux urgences. La main de Nathalie avait doublé de volume. Les médecins ont confirmé 3 doigts cassés et de graves lésions des tissus mous.
Ils ont remis les os en place, lui ont mis une attelle et lui ont prescrit des analgésiques. Le chirurgien orthopédiste nous a prévenu qu'elle pourrait avoir besoin de kinésithérapie pour retrouver une mobilité complète. Les fractures étaient assez nettes pour ne pas nécessiter d'opération, mais le majeur avait subi des lésions nerveuses qui pourraient causer des problèmes permanents. Nathalie s'est endormie en pleurant cette nuit-là, sa main bandée blottie contre sa poitrine. James et moi étions assis dans le salon, sans parler. Que dire ? Ma famille avait agressé notre fille pour un morceau de viande. On ne les reverra plus jamais, a finalement dit James. Sa voix était plate. Définitive. Je sais. Je me sentais engourdie. Le choc, peut-être, ou simplement la mort de l'espoir que j'avais entretenu pendant 36 ans. Nous devrions porter plainte. Oui. J'ai appelé la police le lendemain matin. 2 agents sont venus chez nous et ont pris nos dépositions. Ils ont photographié les blessures de Nathalie et pris des copies des dossiers médicaux. Ils ont émis une ordonnance de protection d'urgence le jour même, interdisant à mes parents de nous contacter. Une agente, une femme nommée Sarah Chen, m'a dit doucement, j'ai vu beaucoup de cas de maltraitance d'enfants. C'est l'un des pires. Nous veillerons à ce que le procureur engage des poursuites. Mais les poursuites pénales prendraient des mois à traverser le système. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était même pas proche d'être suffisant. J'ai passé 3 jours à faire des recherches. J'ai pris un jour de congé et je me suis assise devant mon ordinateur portable de l'aube à minuit, fouillant les archives publiques, les réseaux sociaux, les articles de presse, les documents judiciaires. Je cherchais un levier, des secrets, les points de pression qui leur feraient mal comme ils avaient fait mal à ma fille. Ce que j'ai trouvé était mieux que ce que j'avais imaginé. L'entreprise de construction de mon père, Artfort Développement Solutions, prenait des raccourcis depuis des années. J'ai trouvé des permis qui ne correspondaient pas au plan, des inspections qui avaient été passées avec une rapidité suspecte, des matériaux qui ne respectaient pas les normes. Il soudoyait des inspecteurs en bâtiment et sous-payait ses ouvriers, classant des employés à temps plein comme des entrepreneurs pour éviter de payer des avantages sociaux. Loretta n'était pas nette non plus. Son cabinet d'avocats était spécialisé dans les fusions d'entreprises, et elle donnait des informations privilégiées à Grant. Il faisait des investissements stratégiques juste avant que les grandes transactions ne deviennent publiques. Ce n'était pas tout à fait un délit d'initié au sens légal, mais c'était suffisamment contraire à l'éthique pour détruire sa réputation et potentiellement la faire radier du barreau. Ma mère dirigeait une fondation caritative, Arts for Artfort, qui était censée aider les enfants défavorisés. J'ai fouillé dans les dossiers financiers accessibles au public. La fondation collectait près de 2 millions de dollars par an en dons. Moins de 15% allaient à des programmes caritatifs réels. Le reste allait aux frais administratifs, qui comprenaient le salaire de ma mère, des dîners de collecte de fonds coûteux et des voyages de luxe pour le conseil d'administration, composé entièrement des riches amis de mes parents. Grant avait été poursuivi pour faute professionnelle à 3 reprises. Les poursuites avaient été réglées discrètement, scellées par des accords de non-divulgation, mais j'ai trouvé les noms des patients en recoupant les archives judiciaires. Je les ai contactés en utilisant une fausse adresse e-mail, exprimant ma sympathie en tant que victime de la négligence de Grant. 2 d'entre eux ont répondu. La mère d'une femme était décédée à cause d'une erreur chirurgicale de Grant. Un autre homme avait des lésions nerveuses permanentes. J'ai tout compilé dans des rapports détaillés. J'ai rassemblé des documents, des captures d'écran, enregistré des appels téléphoniques avec d'anciens employés de mon père qui étaient prêts à parler de la fraude. J'ai monté un dossier en béton contre chacun d'eux. Le plus difficile était de maintenir une apparence de normalité alors que la rage me brûlait les veines comme de l'acide. Je devais encore aller travailler, sourire à mes élèves, corriger leur dissertation sur le symbolisme dans Gatsby le Magnifique. Je devais aider Nathalie à faire ses devoirs avec sa main non dominante, car sa main droite était encore trop abîmée. Je devais la regarder lutter pour tenir un crayon, des larmes de frustration coulant sur son visage parce qu'elle ne pouvait plus écrire son nom correctement. James me regardait avec des yeux inquiets. « Tu me fais un peu peur », a-t-il admis un soir après que Nathalie soit allée se coucher. « Tu es trop calme. »« Je planifie », dis-je simplement. Il a étudié mon visage à la lueur de la lampe. « Planifier quoi »
M'assurer qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. Il n'a pas demandé de détails. Je crois qu'il avait peur de ce que j'aurais pu lui dire. Au lieu de cela, il m'a serré contre lui et a murmuré, « Quoi que tu aies besoin ». Pendant ces semaines de préparation, j'ai commencé à me souvenir de choses que j'avais enfouies. Des incidents de mon enfance que j'avais rationalisés ou minimisés. J'avais 7 ans quand ma mère m'a enfermée au sous-sol pour avoir renversé du jus sur les devoirs de Loretta. 3 heures dans le noir, à pleurer jusqu'à vomir. Mon père m'a finalement trouvée et m'a dit d'arrêter de faire ma comédienne. J'avais 10 ans quand Loretta m'a poussée dans les escaliers parce que j'avais emprunté son pull sans demander. Je me suis cassé le poignet dans la chute. Mes parents m'ont forcé à m'excuser auprès d'elle pour avoir pris ses affaires. Personne n'a demandé si elle allait s'excuser de m'avoir poussée. J'avais 13 ans quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur pour la première fois. J'ai ramené le certificat à la maison, si fière, prête à enfin faire sourire mes parents. Ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit, « Loretta a eu les hautes distinctions. Essaie de faire plus d'efforts la prochaine fois. » Elle a jeté le certificat à la poubelle. Je l'ai récupéré plus tard dans la nuit et je l'ai caché dans ma chambre. J'avais 16 ans quand j'ai gagné un concours d'écriture à l'école. Le prix était une bourse pour un programme d'écriture d'été à Boston. Mes parents ont refusé de me laisser y aller. Loretta doit se concentrer sur sa préparation au SAT, a expliqué ma mère. Nous ne pouvons pas te laisser t'amuser pendant qu'elle travaille dur. Le fait que j'étudiais aussi pour le SAT n'avait pas d'importance. Ça n'a jamais eu d'importance. J'avais 19 ans quand j'ai ramené James à la maison pour qu'il le rencontre pour la première fois. Nous sortions ensemble depuis 6 mois et j'étais déjà à moitié amoureuse de lui. Il était gentil, drôle et me traitait comme si j'avais de l'importance. Mon père a jeté un coup d'œil à ses bottes de travail et lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Quand James a expliqué qu'il travaillait dans la gestion de la construction, mon père a ri. Ma fille sort avec un ouvrier. C'est bien à son image. James m'a serré la main plus fort et n'a pas laissé l'insulte l'atteindre. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'épouserais. J'avais 23 ans à mon mariage. Mes parents ont passé toute la réception à le comparer au mariage qu'ils préparaient pour Loretta, qui venait de se fiancer à Grant. Ma robe n'était pas aussi belle. Mon lieu de réception n'était pas aussi prestigieux. Mes fleurs n'étaient pas aussi chères. Le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, ma mère m'a prise à part et m'a dit, « Au moins, tu as réussi à trouver quelqu'un pour t'épouser. » J'avais 28 ans quand Nathalie est née. Mes parents ont visité l'hôpital une seule fois. Ma mère a tenu Nathalie pendant peut-être 30 secondes avant de me la rendre. « Elle te ressemble », a-t-elle dit, et d'une manière ou d'une autre, cela sonnait comme une insulte. Ils sont partis après 10 minutes. Quand Loretta a eu les jumeaux 3 ans plus tard, mes parents ont pratiquement emménagé dans sa chambre d'hôpital pendant une semaine. Chaque souvenir était une petite coupure, à peine perceptible en soi. Mais ensemble, ils formaient un schéma de cruauté qui avait traversé toute ma vie. Je l'avais normalisé, accepté comme le prix à payer pour être la fille décevante. Mais voir ce marteau s'abattre sur la main de Nathalie avait brisé mon acceptation. Ma fille ne grandirait pas en trouvant des excuses aux gens qui lui faisaient du mal. Elle ne passerait pas sa vie à mendier des miettes d'affection de la part de gens qui la considéraient comme sans valeur. J'ai élargi mes recherches. Je voulais tout comprendre de leur vie, chaque vulnérabilité, chaque point de pression. J'ai créé des feuilles de calcul suivant les transactions commerciales de mon père, notant les schémas de ses activités frauduleuses. J'ai construit des chronologies du travail juridique douteux de Loretta. J'ai catalogué chaque dépense que ma mère avait imputée à la fondation et qui ne pouvait en aucun cas être justifiée comme caritative. L'un des anciens employés de mon père, un homme nommé Carlos Martinez, m'a donné les informations les plus accablantes. Il avait travaillé pour Hartford Development Solutions pendant 12 ans avant que mon père ne le licencie pour avoir remis en question une violation de la sécurité. Carlos avait gardé des copies de tout, emails, factures, rapports d'inspection qui avaient été modifiés. Il avait eu trop peur de se manifester avant, inquiet des représailles. « Votre père est une brute », m'a dit Carlos autour d'un café dans un dîner d'East Hartford. Il a menacé ma famille.
Il a dit qu'il s'assurerait que je ne travaille plus jamais dans la construction au Connecticut si je parlais. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Carlos a regardé les photos que je lui avais montrées des doigts cassés de Nathalie. Sa mâchoire s'est crispée. Il a fait ça à sa propre petite fille? Ma mère l'a fait. Il l'a encouragée. Alors je témoignerai pour tout ce dont vous avez besoin. Les hommes comme ça ne méritent aucune protection. J'ai trouvé 4 autres employés prêts à parler. Chacun avait des histoires similaires d'intimidation et de fraude. Chacun avait été trop isolé pour se battre seul. Ensemble, ils formaient un chœur de témoins qu'il serait impossible d'ignorer. La situation de Loretta exigeait plus de finesse. Le délit d'initié n'était pas assez explicite pour garantir des poursuites pénales, mais c'était suffisant pour détruire sa réputation professionnelle. J'ai contacté une assistante juridique de son cabinet en utilisant une fausse identité, prétendant être une journaliste enquêtant sur les conflits d'intérêts en droit des sociétés. L'assistante, une jeune femme nommée Ashley, avait ses propres griefs contre Loretta. C'est horrible de travailler pour elle, m'a confié Ashley lors de notre appel téléphonique. Elle s'attribue le mérite du travail de tout le monde et nous jette sous le bus quand les choses tournent mal. Mais elle est protégée parce qu'elle rapporte tellement d'argent. Et si cet argent était entaché, demandai-je prudemment. Je ferais la fête. Ashley m'a fourni des dossiers qui montraient clairement le schéma. Loretta obtenait des informations de Grant sur les fusions à venir impliquant des entreprises médicales. Grant investissait massivement juste avant les annonces. Ensuite, Loretta représentait l'une des entreprises dans la fusion, gagnant des honoraires massifs. Le timing était trop commode pour être une coïncidence. La fraude caritative de ma mère était presque trop facile à documenter parce qu'elle avait été si effrontée. Elle croyait sincèrement que son style de vie faisait partie de son travail caritatif, que paraître riche l'aidait à attirer des donateurs riches. Elle avait fait passer des vêtements de créateurs comme des tenues professionnelles pour la collecte de fonds. Elle facturait des dîners somptueux comme des événements de cultivation de donateurs, même quand aucun donateur n'y assistait. Elle avait fait un voyage à Paris et avait prétendu que c'était pour des recherches sur l'expansion internationale de la fondation, bien que la fondation n'ait jamais opéré en dehors du Connecticut. J'ai trouvé une ancienne membre du conseil d'administration de Arts for Hartford qui avait démissionné en signe de protestation 2 ans plus tôt. Elle s'appelait Patricia Wong et avait été horrifiée par la mauvaise gestion financière. J'ai soulevé des préoccupations à plusieurs reprises, m'a dit Patricia. Votre mère me faisait taire en réunion, prétendant que je ne comprenais pas comment fonctionnaient les organisations à but non lucratif à ce niveau. Les autres membres du conseil étaient tous ses amis. Ils la soutenaient à chaque fois. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la presse? J'aurais dû. Je craignais d'être poursuivi pour diffamation, de nuire à ma propre réputation par association. La voix de Patricia était lourde de regrets. J'ai choisi la voie de la lâcheté et j'ai simplement démissionné. Il n'est pas trop tard, dis-je. Accepteriez-vous de témoigner maintenant? Elle a accepté immédiatement. Les cas de faute professionnelle de Grant étaient scellés, mais j'avais trouvé les victimes. La femme dont la mère était décédée s'appelait Jennifer Kowalski. Sa mère était allée pour une chirurgie de la vésicule biliaire de routine. Grant avait sectionné une artère et n'avait pas reconnu l'hémorragie interne assez rapidement. Le temps qu'il la ramène en chirurgie, elle avait perdu trop de sang. Jennifer avait 23 ans quand elle a perdu sa mère. L'hôpital nous a payé pour que nous nous taisions, m'a dit Jennifer, sa voix tremblant d'un vieux chagrin. 250 000 $ et un accord de non-divulgation. J'étais jeune et dépassée. Mon avocat a dit que c'était un bon règlement, mais ma mère est toujours morte et Grant continue d'opérer des gens. Seriez-vous prête à rompre l'accord de non-divulgation, demandai-je. L'hôpital pourrait vous poursuivre. Qu'il le fasse. Je suis fatiguée de protéger l'homme qui a tué ma mère. L'autre victime, Marcus Washington, était allé pour une chirurgie de la colonne vertébrale. Grant avait endommagé un nerf pendant la procédure. Marcus avait un engourdissement et une faiblesse permanent dans sa jambe gauche. Il marchait maintenant avec une canne à 35 ans. Son règlement avait été de 300 000 $. Je le cherche parfois sur Google, a admis Marcus.
Je l'ai vu à des galas de charité, souriant pour les photos. Ça m'a rendu malade. Il m'a enlevé ma capacité à courir, à jouer correctement avec mes enfants, et il a juste continué sa vie comme si de rien n'était. Aidez-moi à faire en sorte que tout le monde sache ce qu'il a fait, dis-je. Marcus a hoché la tête d'un air sombre. Dites-moi ce dont vous avez besoin. J'ai passé une autre semaine à tout organiser en dossier conçu pour un impact maximal. Chaque destinataire recevrait exactement les informations pertinentes pour sa juridiction ou son intérêt, formatées pour une compréhension facile, étayées par des preuves accablantes. J'ai écrit des lettres de motivation factuelles et accablantes, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. La nuit avant d'envoyer tout ça, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit à côté de James, écoutant sa respiration, pensant à ce que j'étais sur le point de déchaîner. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une démolition. J'allais détruire la réputation de mes parents, l'entreprise de mon père, la carrière de ma sœur, la pratique médicale de mon beau-frère. J'allais démolir la vie qu'ils avaient construite sur la cruauté et la fraude. Une partie de moi se sentait mal. C'était toujours ma famille. Malgré tout, une petite voix insistait pour que j'essaie la réconciliation, le pardon, la guérison. Cette voix ressemblait à mon moi plus jeune, celle qui avait passé des décennies à espérer leur approbation. Puis je suis passé devant la chambre de Nathalie. J'ai poussé doucement la porte et j'ai regardé ma fille dormir. Sa main dans l'attelle reposait sur la couverture, les bandages blancs fantomatiques au clair de lune. Elle s'était de nouveau endormie en pleurant, épuisée par la douleur et le traumatisme. Tout doute s'est évaporé. Je réduirais leur monde en cendres et je dormirais sur mes deux oreilles après. Puis j'ai fait des copies, beaucoup de copies. Le lundi suivant, j'ai posté mon premier dossier au département du travail du Connecticut. Il contenait toutes les preuves sur l'entreprise de mon père, faux permis, témoignages d'ouvriers sous-payés, preuves de corruption. J'ai inclus une lettre de motivation expliquant que j'étais une citoyenne concernée qui était tombée sur des preuves de fraude systématique. Mardi, j'ai envoyé un dossier complet à l'association du barreau du Connecticut détaillant les violations éthiques de Loretta. J'ai également envoyé une copie à la SEC, signalant les schémas de trading suspects de Grant. J'ai pris soin de mentionner que j'étais leur parente, que j'avais essayé d'aborder ces préoccupations en privé et qu'ils avaient répondu en agressant mon enfant. Mercredi, j'ai contacté tous les principaux donateurs de Hearts for Hartford. Je leur ai envoyé des copies des dossiers financiers de la fondation avec les dépenses problématiques surlignées. J'ai inclus des copies de photos des réseaux sociaux de ma mère la montrant portant des vêtements de créateurs et en vacances en Europe, toutes dépenses qu'elle prétendait nécessaires à la représentation de la fondation. Jeudi, j'ai contacté un journaliste du Hartford Courant spécialisé dans le journalisme d'investigation. Je lui ai tout donné, j'ai proposé de témoigner officiellement et j'ai fourni les coordonnées de tous ceux qui pouvaient corroborer les preuves. Vendredi, j'ai déposé une plainte à la police concernant l'agression de Nathalie. J'ai inclus des photos de ses blessures, les dossiers médicaux et une déclaration écrite. J'ai porté plainte pour agression et maltraitance d'enfants. Puis, j'ai attendu. Le premier domino est tombé le mardi suivant. Le département du travail s'est présenté chez Hartford Développement Solutions avec un mandat. Ils ont saisi des dossiers et interrogé des employés. Mon père m'a appelé ce soir-là, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? » « Je leur ai dit la vérité, dis-je calmement. Tu enfreins la loi depuis des années. Espèce de petite garce rancunière. J'ai raccroché. Il a rappelé 17 fois. J'ai bloqué son numéro. L'association du barreau a lancé une enquête sur Loretta le jeudi. Elle s'est présentée chez moi le samedi matin, frappant à la porte assez fort pour faire trembler le cadre. « Tu as ruiné ma carrière », a-t-elle hurlé quand j'ai ouvert la porte. Il m'enquête pour violations éthiques. Tu as regardé maman briser les doigts de ta nièce et tu as ri, ai-je répondu. Je ne pense pas que tu comprennes ce que signifie l'éthique. C'est de la folie. On est une famille. La famille n'agresse pas les enfants. Elle a menacé de me poursuivre en justice. J'ai refermé la porte sur son nez et j'ai appelé la police pour signaler une violation de propriété.
Le Hartford Courant a publié son enquête 3 semaines après Thanksgiving. Le titre était « Une famille éminente de Hartford sous enquête pour fraude, violations éthiques et escroquerie caritative ». L'article était dévastateur. Il détaillait chaque preuve que j'avais fournie, incluait des entretiens avec les victimes et les témoins, et présentait une photo particulièrement accablante de mes parents à un gala de la fondation, coupe de champagne élevée. Alors que l'article notait que la fondation n'avait fourni que 300 000 $ à des programmes caritatifs réels cette année-là. La réaction a été immédiate et catastrophique. Les principaux donateurs ont retiré leur financement de Hearts for Hartford. La fondation s'est effondrée en une semaine. Ma mère a été contrainte de démissionner de tous les conseils d'administration où elle siégeait. Son cercle social, ses riches amis qui m'avaient toujours méprisée, s'est retourné contre elle avec une efficacité vicieuse. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait volé des enfants malades. L'entreprise de mon père a perdu ses contrats. Les inspecteurs en bâtiment ont passé en revue chaque propriété que Hartford Développement avait touchée au cours des 10 dernières années. Ils ont trouvé des violations du code dans 42 bâtiments. Les poursuites ont commencé à pleuvoir. Son entreprise a fait faillite en 3 mois. Loretta a été formellement réprimandée par l'association du barreau. Elle n'a pas été radiée, mais le nuage du scandale signifiait qu'aucun cabinet réputé ne la toucherait. L'hôpital de Grant a lancé sa propre enquête sur son historique chirurgical. Il a été suspendu en attendant l'examen. L'affaire pénale pour l'agression de Nathalie a progressé. La procureure du district assignée à l'affaire était une femme sévère nommée Rebecca Palmer, spécialisée dans les crimes contre les enfants. Elle nous a rencontrés plusieurs fois, préparant Nathalie à ce que pourrait être un témoignage, montant un dossier en béton contre mes parents. Le procès a eu lieu 10 mois plus tard, en septembre. Les affaires pénales avancent lentement, surtout quand elles impliquent autant de preuves et d'attention médiatique. Les avocats de mes parents ont déposé requête sur requête, essayant de faire rejeter des preuves, d'obtenir une réduction des charges, de retarder. Rien n'a fonctionné. Nathalie a dû témoigner. Ma courageuse petite fille, maintenant âgée de 9 ans, s'est assise à la barre des témoins et a raconté au jury exactement ce qui s'était passé. Elle a pleuré en décrivant la douleur. Elle a pleuré plus fort en parlant de la façon dont sa grand-mère et sa tante avaient ri. Sa main avait guéri depuis, bien qu'elle suive encore des séances de kinésithérapie 2 fois par semaine pour les lésions nerveuses de son majeur. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de sa petite voix. Lorsque le procureur a montré des photos des doigts cassés de Nathalie, des ecchymoses violet-noir, plusieurs jurés ont pâli. Une femme a commencé à pleurer. Ma mère n'a montré aucun remords. Elle était assise, rigide sur sa chaise, le visage un masque de mépris. Même là, même au tribunal face à des accusations criminelles, elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. L'avocat de la défense a essayé de présenter cela comme un accident, un moment de perte de contrôle pendant une fête stressante. Je l'ai regardé tisser son récit, suggérant que ma mère avait voulu attraper le casse-noix, mais avait saisi le marteau par erreur, qu'elle avait été horrifiée par ce qui s'était passé. Cela aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu les témoins. James a témoigné sur les rires, sur la façon dont toute ma famille s'était moquée de la douleur de Nathalie. Le médecin des urgences a témoigné de la gravité des blessures, expliquant que la force nécessaire pour briser 3 doigts d'un seul coup était considérable. Un psychologue pour enfants a témoigné du traumatisme et des cauchemars continus de Nathalie. Puis le procureur a appelé plusieurs témoins qui ont établi un schéma. Un ancien voisin a témoigné avoir entendu mon père me crier dessus quand j'étais adolescente, me traitant de « sans valeur ». Une amie d'université de Loretta a admis à contre-cœur que Loretta s'était vantée du favoritisme de nos parents, riant de la façon dont ils lui avaient offert une voiture tout en me forçant à prendre le bus. Puis vint Carlos Martinez. Il a témoigné sur les pratiques commerciales de mon père, l'intimidation et les menaces. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait personnellement été témoin de violence, il a décrit avoir vu mon père attraper un jeune ouvrier par la gorge et le pousser contre un mur pour avoir remis en question un problème de sécurité. C'est un homme qui croit que la violence est acceptable quand quelqu'un défie son autorité, a déclaré le procureur lors de sa plaidoirie finale. Et sa femme partage cette conviction. Leur petite fille a demandé de la nourriture.
Elle a contesté leur décision de lui refuser ce qu'ils donnaient librement à d'autres enfants. Et ils ont répondu par la violence parce qu'ils le pouvaient. Elle s'est tournée vers le jury. Ce n'était pas un accident. C'était une punition. C'était une femme utilisant une arme pour briser les os d'un enfant parce que cet enfant a osé demander un traitement égal. Et la seule question à laquelle vous devez répondre est de savoir si nous, en tant que société, acceptons que les adultes puissent briser les os des enfants lorsque ces enfants leur déplaisent. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le visage de ma mère lorsque le verdict a été lu est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle avait l'air sincèrement choquée, comme si elle croyait vraiment qu'elle serait acquittée. Elle avait passé toute sa vie à être protégée des conséquences par l'argent et le statut social. La prise de conscience que ni l'un ni l'autre ne la sauverait maintenant l'a frappée comme un coup physique. Mon père avait juste l'air en colère. Son visage était rouge, ses mains serrées en poing sur la table de la défense. Il continuait de me foudroyer du regard à travers la salle d'audience, rayonnant de haine. Bien. Qu'il me déteste. La haine ne pouvait plus me faire de mal. Le juge a fixé la sentence pour 2 semaines plus tard. Ces 2 semaines ont été chaotiques. Le Hartford Courant a publié des articles de suivi sur le procès, rappelant aux lecteurs l'enquête précédente sur la fraude et la corruption de la famille. D'autres médias ont repris l'histoire. Directrice d'une œuvre de charité condamnée pour avoir agressé sa petite fille, a fait les gros titres à travers le Connecticut. Des photos de ma mère au gala de luxe sont apparues à côté des photos d'identité judiciaire de son arrestation. Mon téléphone sonnait constamment. Les journalistes voulaient des interviews. D'anciens amis de mes parents appelaient pour offrir leur soutien ou exprimer leur indignation, selon le camp qu'ils avaient choisi. J'ai changé notre numéro et supprimé mes comptes de réseaux sociaux. James s'est occupé de tous les appels après ça. Nathalie posait des questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Pourquoi mamie m'a-t-elle fait mal, a-t-elle demandé un soir alors que je la mettais au lit. Parce que ce n'est pas une bonne personne, ma chérie. Mais tu es sa fille. Tu es bonne. Parfois, les bonnes personnes viennent de mauvaises familles, dis-je en lui caressant les cheveux, et parfois, ça les rend encore meilleures parce qu'elles savent ce qu'il ne faut pas être. Elle y a réfléchi. Est-ce qu'elle va aller en prison? Oui. Bien. Sa voix était féroce, si différente de son ton doux habituel. Elle le devrait. Ma fille apprenait que la justice existait, que les gens qui faisaient des choses terribles subissaient des conséquences. J'espérais que cela l'aiderait à guérir, mais je m'inquiétais aussi de ce que cela lui apprenait sur la famille, sur la confiance. Elle n'avait que 8 ans et elle avait déjà appris que les personnes qui devraient vous protéger pouvaient vous faire du mal à la place. L'audience de détermination de la peine était bondée. Les victimes de la fraude commerciale de mon père remplissaient la moitié de la salle d'audience. Les donateurs qui avaient été escroqués par la fausse œuvre de charité remplissaient l'autre moitié. Le procureur avait fait en sorte que plusieurs d'entre eux fassent des déclarations sur l'impact de la victime. Carlos Martinez a commencé. Il a décrit la perte de son emploi et de sa maison après que mon père l'ait mis sur une liste noire dans l'industrie. Il a parlé de sa fille qui a dû abandonner l'université parce qu'il ne pouvait plus payer les frais de scolarité. Sa voix tremblait d'émotion. Jennifer Kowalski a parlé de la perte de sa mère à cause de la négligence de Grant. Elle s'est adressée directement à ma mère. Vous avez protégé la réputation de votre gendre. Vous saviez qu'il avait tué ma mère par négligence, et vous l'avez quand même accueilli dans votre famille. Vous l'avez laissé opérer d'autres patients. Vous avez valorisé le statut social de votre fille plus que la vie des autres. Elle a fait une pause. Je suis poursuivie pour avoir rompu mon accord de non-divulgation pour témoigner aujourd'hui. Ça en vaut la peine. Patricia Wong a parlé de la fraude caritative, de la façon dont les donateurs avaient fait confiance à la fondation pour aider les enfants et avaient plutôt financé le style de vie luxueux de ma mère. Vous avez trahi chaque enfant malade qui aurait pu être aidé avec cet argent, a dit Patricia. Puis c'était mon tour. J'avais préparé une déclaration, mais quand je me suis levée, les mots que j'avais écrits semblaient insuffisants. J'ai regardé ma mère et mon père, et soudain, j'étais de nouveau cette petite fille,
désespéré de leur approbation, prête à accepter n'importe quelle miette d'affection qu'ils voudraient bien m'offrir. Mais ensuite, j'ai regardé Nathalie, assise entre James et sa mère au premier rang. Ma fille qui n'avait rien fait de mal, sauf demander de la nourriture. Ma fille qui avait appris la plus dure des leçons sur la famille de la part des personnes qui auraient dû l'aimer le plus. J'ai commencé à parler, et les mots sont venus d'un endroit profond et brut. Vous m'avez appris que je n'étais pas assez. Chaque jour de mon enfance, vous m'avez montré que j'avais moins de valeur que ma sœur, que je méritais moins d'amour, moins de respect. J'ai passé 36 ans à essayer de gagner votre approbation. À essayer d'être assez bien pour compter pour vous. Je pensais que peut-être, quand je deviendrais mère, vous me verriez enfin comme digne d'intérêt. Mais vous avez étendu cette même cruauté à ma fille. Vous avez regardé un enfant de 8 ans demander de la nourriture et vous avez décidé qu'elle méritait d'avoir les os brisés. J'ai fini d'essayer de comprendre pourquoi. J'ai fini de vous trouver des excuses. J'ai fini d'espérer que vous changerez. Vous êtes qui vous avez toujours été. Des gens qui croient que la cruauté est acceptable si vous avez assez de pouvoir. Ma fille grandira en sachant que sa mère l'a protégée. Que je ne l'ai pas forcée à endurer des abus pour le bien de l'unité familiale. Elle saura que l'amour, ce sont des actions. Pas seulement des mots. Elle ne doutera jamais de sa valeur comme j'ai douté de la mienne. Vous avez brisé ses doigts. J'ai brisé vos vies. Et je ne le regrette pas une seule seconde. Je me suis assise. La salle d'audience était absolument silencieuse. Ma mère me fixait avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. La reconnaissance. Pour la première fois de ma vie, elle me voyait vraiment, comprenant que je n'étais pas la fille faible et oubliable qu'elle avait toujours méprisée. Le juge a pris un long moment avant de parler. Quand il l'a fait, sa voix était froide. Je suis juge depuis 23 ans. J'ai vu des choses terribles, mais rarement ai-je vu une cruauté aussi insensible dirigée contre un enfant par des personnes qui étaient censées l'aimer et la protéger. Il a regardé ma mère. Madame Windsor, vous avez utilisé une arme pour briser les os de votre petite fille parce qu'elle a demandé de la nourriture. Ensuite, vous avez ri de sa douleur. Vous avez tenté de la forcer à manger des ordures que vous aviez contaminées avec votre propre salive. Vos actions étaient délibérées. Cruelles et complètement indéfendables. Il s'est tourné vers mon père. Monsieur Windsor, vous avez encouragé cette violence. Vous avez déclaré explicitement que les filles ne méritent pas la dignité. Vous avez ri pendant que votre petite fille hurlait de douleur. Vous êtes également coupable. Le juge a condamné ma mère à 18 mois de prison et 5 ans de probation. Mon père a eu 12 mois et une probation. Le juge a ajouté des ordonnances restrictives leur interdisant de me contacter, moi, James ou Nathalie. Ce que vous avez fait à cet enfant, a dit le juge en regardant directement ma mère, était inadmissible. Vous devriez avoir honte de vous. Le visage de ma mère s'est finalement fissuré. Elle m'a regardé à travers la salle d'audience, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. Mais ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus profond. La prise de conscience naissante qu'elle avait détruit l'amour de sa propre fille par des années de cruauté, et que cela l'avait finalement rattrapée. Elle a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Que pouvait-elle bien dire? L'huissier a emmené mes parents me noter. Mon père n'a pas regardé en arrière, la colonne vertébrale raide de fureur et de fierté. Mais ma mère s'est retournée à la porte, ses yeux rencontrant les miens une dernière fois. Elle avait l'air vieille soudainement, vaincue d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Sa posture parfaite s'était effondrée. Son apparence soigneusement entretenue s'était fracturée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans sa douleur. Je n'ai rien ressenti du tout. La femme qui m'avait mise au monde était une étrangère qui avait renoncé à tout droit à mon amour au moment où elle avait levé ce marteau. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. James a mis son bras autour de moi et de Nathalie, nous protégeant des caméras alors que nous nous frayions un chemin jusqu'à notre voiture. J'avais préparé une brève déclaration que j'ai lue d'une voix stable sur un bout de papier.
Ma fille méritait d'être protégée et aimée par ses grands-parents. Au lieu de cela, ils l'ont blessée de la pire des manières imaginables. La sentence d'aujourd'hui apporte une certaine mesure de justice, mais elle n'efface pas le traumatisme. Nous demandons le respect de notre vie privée alors que notre famille continue de guérir. Merci. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Nathalie s'est endormie sur la banquette arrière, épuisée par le poids émotionnel de la journée. James a tendu la main et a serré la mienne. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-il dit doucement. Je le savais. Et je le savais vraiment. Mais savoir que quelque chose est juste ne le rend pas facile. Je venais de voir mes parents être condamnés à la prison. J'avais détruit la carrière et le mariage de ma sœur. J'avais démantelé toute ma structure familiale. La vie que j'avais connue, aussi douloureuse soit-elle, avait disparu pour toujours. Cette nuit-là, après que Nathalie soit au lit, je me suis assise dans le jardin et j'ai pleuré pour la première fois depuis Thanksgiving. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, désespérée d'amour de la part de personnes incapables de le donner. J'ai pleuré pour la mère que j'étais devenue, forcée de détruire ma propre famille pour protéger mon enfant. J'ai pleuré pour Nathalie, qui avait appris trop jeune que le sang ne garantit pas la sécurité. James m'a trouvée là et m'a tenue dans ses bras pendant que je sanglotais contre sa poitrine. Je les déteste, ai-je murmuré. Mais je déteste qu'il m'ait forcé à faire ça. Tu ne les as pas forcés à lui casser la main, m'a rappelé doucement James. Tu ne les as pas forcés à commettre des fraudes, à voler des œuvres de charité ou à blesser tous ces autres gens. Ils ont fait tout ça tout seuls. Tu t'es juste assuré qu'ils en subissent les conséquences. Il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Loretta et Grant ont divorcé 8 mois après le procès. Le scandale avait trop fracturé leur couple. Grant a finalement été blanchi par l'enquête de son hôpital, mais 3 avocats spécialisés en fautes professionnelles distincts avaient intenté de nouvelles poursuites au nom d'anciens patients, enhardis par la publicité. Il en a réglé 2 et en a perdu une, puis a déménagé en Oregon pour recommencer dans un hôpital plus petit où son passé était moins connu. Le dernier message de Loretta pour moi était un email me traitant de monstre vengeur qui avait détruit la famille. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Les doigts de Nathalie ont guéri, bien qu'elle n'ait jamais retrouvé une flexibilité complète dans son majeur. Les cicatrices physiques se sont estompées, mais elle a commencé à faire des cauchemars. Nous l'avons mise en thérapie, lentement, prudemment, elle a commencé à guérir émotionnellement aussi. 2 ans ont passé depuis ce Thanksgiving. Mes parents, Richard et Eleanor Windsor, ont été libérés de prison il y a 8 mois. Ils ont perdu la maison familiale dans le Connecticut, perdu la plupart de leur fortune en frais de justice et en règlement. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un petit appartement à Hartford, essayant de reconstruire leur vie avec rien. Loretta travaille comme praticienne solo, prenant les cas qu'elle peut trouver. Sa relation avec nos parents est tendue. J'ai entendu par un cousin commun qu'il lui reproche de ne pas m'avoir arrêté, comme si elle l'avait pu. Je ne me sens pas coupable. Les gens me demandent si je le suis, si je regrette d'avoir détruit ma famille si complètement. La réponse est non. Ils ont fait un choix quand ils ont ri de la douleur de ma fille, quand ils lui ont littéralement brisé les os pour un morceau de viande. Ils ont choisi la cruauté. Je me suis simplement assuré qu'ils subissent les conséquences de ce choix. James et moi organisons notre propre Thanksgiving maintenant. Nous invitons des amis, des voisins, quiconque a besoin d'un endroit où aller. Notre table est remplie de rire, de chaleur et de nourriture en abondance pour tout le monde. Nathalie m'aide à cuisiner, ses mains cicatrisées stables alors qu'elle remue la sauce et écrase les pommes de terre. Le dernier Thanksgiving, elle a demandé si nous devrions inviter grand-mère et grand-père. Mon cœur s'est serré. Tu veux les voir, demandai-je prudemment. Elle y a réfléchi un long moment, puis a secoué la tête. Non. Je voulais juste m'assurer que c'était d'accord que je ne le veuille pas. C'est d'accord, ma chérie. Tu n'auras jamais à voir quiconque t'a fait du mal. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai tenue fort. Cette fille courageuse qui avait survécu à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait endurer. J'avais l'habitude de croire que la famille était tout. Que les liens du sang signifiaient quelque chose de sacré et d'incassable.
Je sais mieux maintenant. La famille, c'est ce que vous en faites. Ce sont les gens qui vous protègent, qui vous aiment, qui ne rêveraient jamais de vous faire du mal. Mes parents, ma sœur, ils pensaient que j'étais faible. La silencieuse, l'oubliable, la fille qui ne valait pas un steak. Ils m'ont sous-estimée de manière catastrophique. Je leur ai servi une vengeance qu'ils n'ont pas pu avaler, et je le referai sans hésitation. On ne brise pas les os de ma fille pour s'en tirer sans une égratignure. On ne rit pas de la douleur d'un enfant en gardant sa vie confortable. Ils m'ont appris que le sang ne fait pas la famille. Mais ils m'ont aussi appris autre chose. L'amour d'une mère est la force la plus dangereuse au monde. Faites du mal à mon enfant, et je réduirai votre vie entière en cendres.